Bonjour les parents verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Jean-Baptiste Fini. Jean-Baptiste est écophysiologiste et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. On discute notamment des perturbateurs endocriniens, des polluants issus des plastiques, de bonnes pratiques pour réduire les expositions des enfants et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Jean-Baptiste Fini. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Fini. Jean-Baptiste, merci de te joindre à moi. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, merci de cette invitation et de l'opportunité de parler donc des polluants qui nous entourent. Merci à toi. J'ai souhaité échanger avec toi effectivement à propos de l'un de tes domaines d'expertise, donc à savoir les perturbateurs endocriniens issus des plastiques, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Alors non, je n'ai pas de lien d'intérêt. Je travaille, en plus de mon travail au Muséum national d'histoire naturelle, dans des différentes instances nationales et européennes, donc l'ANSES pour l'Agence nationale de sécurité des aliments et des travailleurs, et l'EFSA, qui est aussi l'Agence de sécurité des aliments, mais européenne. Mais ce ne sont pas des liens d'intérêt, puisque là, je fais de l'évaluation du risque pour certaines substances qui sont soit des pesticides, soit des molécules de notre environnement pour l'ANSES. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Puis, pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter ce sur quoi tu travailles et les enjeux associés en santé environnementale. Oui, alors donc je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle, comme tu l'as dit. Je travaille depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Donc j'ai effectué ma thèse au sein du laboratoire de Barbara Demenex sous sa supervision. Donc Barbara Demenex était professeure et professeure émérite maintenant au Muséum national d'histoire naturelle. Elle a travaillé longtemps sur les hormones thyroïdiennes, leur rôle, leur fonction, et on s'est intéressé ensemble à regarder la perturbation de ces hormones et notamment l'impact que ces perturbations par des produits chimiques pouvaient impliquer sur le développement du système nerveux central, donc le cerveau, et de regarder les conséquences en fait à plus ou moins long terme. Et puis, on a aussi travaillé sur la mise en place de méthodes de détection, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la caractérisation finalement des impacts sur la santé et l'environnement, mais on a aussi mis en place des boîtes à outils pour pouvoir faire des tests plus fins que ceux qui sont de juste mesurer les hormones. Plus récemment, je me suis tourné aussi sur les effets des plastiques et microplastiques, puisque c'est un enjeu de santé publique majeur. Et c'est en fait, je suis venu à travailler là-dessus parce que de nombreux plastifiants, les phtalates, les perfluorés, donc tout ce qui va composer finalement la matière plastique, ont été caractérisés comme perturbant certaines hormones. Et donc, on s'interroge sur le fait que la matière elle-même, donc la particule, peut avoir un effet, mais aussi le fait qu'elle relargue ou qu'elle capte d'ailleurs certaines molécules et qu'elles permettent leur entrée dans notre organisme. Donc, il y a tout un enjeu de compréhension de ces effets-là, encore une fois, sur la santé, mais aussi sur l'environnement, parce que je vais vous le dire plusieurs fois, mais les hormones sont des messagers chimiques qui sont conservés parmi les vertébrés. C'est-à-dire que nous avons les mêmes hormones qu'un chien, qu'un cheval, qu'un poisson ou qu'une grenouille. Oui, dans une de tes interventions, je trouvais que tu avais une phrase qui était très parlante, qui sensibilise des personnes qui ne se sont pas intéressées au sujet. Tu disais, l'enjeu, c'est plus est-ce que ça migre ou pas? Ça, c'est même plus une question, c'est ce qui migre, est-ce que ça pose un souci du point de vue sanitaire? Oui, tout à fait. Donc parmi les travaux majeurs en fait qui ont jalonné ces 20 dernières années, eh bien, nous avons montré que des produits chimiques en fait se retrouvaient dans l'environnement très précoce en fait dans le liquide amniotique. On se retrouve avec des molécules chimiques, c'est-à-dire que le placenta est une barrière, mais laisse passer quand même certaines molécules chimiques auxquelles nous sommes exposés. Et donc, on peut s'interroger sur le fait que ces perturbateurs des hormones
à des moments clés où les hormones vont façonner finalement notre organisme. Donc, les hormones vont jouer un rôle dans la mise en place des tissus, dans l'organisation des tissus en organes, dans la communication entre les organes. Tout ça peut être perturbé. Alors, les conséquences peuvent être directes, et dans ce cas-là, la plupart du temps, ça ne se passe pas forcément bien et c'est plutôt sur des fausses couches, mais on a aussi des résultats qui sont plutôt indirects avec des conséquences qui peuvent être silencieuses pendant un moment, mais qui vont nous sensibiliser à d'autres impacts, c'est-à-dire que durant notre vie, on sera peut-être plus sensible à déclencher certains types de maladies si on est exposé précocement. Donc, c'est toutes ces questions-là que nous essayons d'aborder dans nos recherches. Nous avons montré dans un article qui a été publié en 2022 dans la revue Science, donc un travail collaboratif avec des équipes suédoises, italiennes. Nous avons pu montrer en fait que il y avait un retard de langage qui était associé, donc un retard de langage chez les enfants à 2 ans, qui était associé avec une surreprésentation de 8 produits chimiques chez la maman enceinte. Donc, des échantillons de sang et d'urine avaient été prélevés pendant la grossesse. Les enfants sont nés et à 2 ans, on a fait les tests de reconnaissance de mots. Si les enfants n'étaient pas capables de dire plus de 50 mots, ils étaient catégorisés dans la classe retard de langage probable. Et en fait, l'histoire leur donne raison, c'est-à-dire que maintenant que les enfants ont plus de 7 ans, des nouveaux tests ont été faits et on se rend compte qu'en effet, 70% des enfants qui avaient été dans cette classe-là ont des retards de langage et ont des troubles cognitifs, donc des troubles de la reconnaissance, de l'hyperactivité. Voilà. Et donc, il y a une sorte de package qui est fait comme ça. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que pendant ce projet-là, nous avions pu faire une relation entre l'exposition précoce à 8 produits, donc 4 métabolites de phtalate, 3 perfluorés et le bisphénol A. Ces produits étaient surreprésentés, étaient plus présents dans les fluides, donc sang et urine des mamans de ces enfants-là. Et nous avons essayé de comprendre en fait si dans des environnements contrôlés dans les laboratoires, on pouvait trouver les modes d'action et voir ce que ce mélange pouvait perturber. Et nous avons pu voir, nous, au laboratoire, grâce au modèle que nous avons développé, nous avons pu voir une perturbation des hormones thyroïdiennes, donc du bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes, ce qui peut engendrer en fait des modifications au niveau de l'expression des gènes. Et c'est ce que nos collaborateurs qui sont à l'Institut de cancérologie de Milan ont pu mettre en avant grâce à des cultures de cellules neuronales où eux, donc ce sont des neurones qui sont mis en culture, des neurones humains, soit garçons, soit filles, et ils ont pu montrer sur 2 cultures indépendantes que des gènes qui étaient complètement éteints s'allumaient et que des gènes qui étaient allumés s'éteignaient avec ce mélange-là. Et parmi ces gènes, eh bien, on a aussi une corrélation avec des gènes qui sont retrouvés dans des bases de données d'enfants qui ont des difficultés intellectuelles ou qui ont des troubles du spectre autistique. Donc, en fait, on avait une sorte de boucle complète sur une corrélation, le fait que nous puissions trouver un mode d'action, notamment par une perturbation des hormones thyroïdiennes, et que nous avons pu voir donc grâce à nos modèles, mais aussi sur des cellules humaines de neurones. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que nous avons de plus en plus d'évidence que des produits de notre environnement impactent le bon fonctionnement de nos hormones. Alors, peut-être qu'il est important de rappeler ce que sont les hormones. Donc les hormones, il y en a une petite cinquantaine dans notre organisme. Elles servent de messagers chimiques. Donc ce sont des messages qui vont transiter entre 2 organes qui ne peuvent pas se rencontrer physiquement. Et on a une sorte de modération qui est faite de ces messages par le système nerveux central et 2 glandes qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc la modération des messages, tout est sous contrôle. C'est-à-dire que
l'hypothalamus et l'hypophyse sont des chefs d'orchestre et vont permettre une régulation, c'est-à-dire que s'il manque un peu d'une certaine hormone, eh bien, ces glandes-là vont tout faire pour qu'on rééquilibre les niveaux hormonaux. Et donc, les perturbateurs endocriniens peuvent être vus comme des brouilleurs de ce message. Donc, ça peut être un spam, c'est-à-dire que ça peut être un mauvais message à un mauvais moment. Alors, il peut être reconnu ou pas comme spam, c'est-à-dire si c'est un mauvais spam qu'on sait facilement identifier, notre corps ne va pas se faire flouer. Il va reconnaître ça comme un mauvais message et il n'y aura pas de conséquences, mais il se peut que le message soit tellement bien fait, par exemple avec des très faibles doses, qu'il soit vraiment aux mêmes concentrations que nos hormones naturelles, et là, il peut y avoir une réaction. C'est ce qui peut d'ailleurs expliquer certains effets faible dose. On entend souvent qu'on a des effets faible dose et pas forcément à forte dose. Eh bien, c'est une des explications, c'est qu'à forte dose, eh bien, le message est trop grossier et donc est reconnu comme une agression. Et puis, ça peut être aussi donc, un spam, comme je vous le disais, mais ça peut être aussi un brouillage, c'est-à-dire le message n'arrive pas. Et dans ces cas-là, en fait, tout ce qui devait être enclenché à ce moment-là, parce que c'est une partition, hein, les hormones vont jouer des rôles différents à différents moments de notre vie. Et tout le monde sait qu'on a des pics pendant la puberté, mais en fait, on a des pics à différents moments de notre vie de différentes hormones. Et en fait, tous ces pics vont avoir des rôles. Et si on ne peut pas enclencher tout ce qui était normalement espéré avec ce pic-là, eh bien, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur le fonctionnement des organes et il y a donc une conséquence sur notre métabolisme. Tu mets souvent en avant aussi, c'est que tu parlais de la finesse de vos tests, tu parlais d'effets indirects ou directs, de choses plus ou moins silencieuses, plus ou moins décalées. Et si tu veux bien, je serais preneur que tu approfondisses un peu un sujet que tu mets en avant régulièrement, c'est-à-dire le fait que les tests réglementaires aujourd'hui, ce qu'on demande à des producteurs de substances avant une mise sur le marché, couvre très imparfaitement les types d'effets que tu as décrits. Oui, tout à fait. Il faut avoir conscience en fait que ce sujet de perturbation hormonale est assez jeune, c'est-à-dire que dans l'histoire de la science, on est sur une identification en 1991. Et donc, beaucoup de travaux scientifiques se sont focalisés sur la reproduction des espèces, donc depuis les années 90, ensuite sur la thyroïde, mais les tests qui étaient utilisés avant regardaient certains, donc on mesure certaines hormones, et donc on a essayé de compléter ces tests qui sont faits de façon réglementaire pour pouvoir évaluer si oui ou non on avait une perturbation des hormones. Seulement, les hormones, comme je vous l'ai dit, c'est un messager chimique qui est produit par une glande. Mais le but de l'hormone, c'est d'aller transmettre un message. Et donc, le fait de regarder seulement la production de l'hormone ne va pas forcément indiquer si le message est bien reçu. Et donc, les tests réglementaires sont imparfaits, car on va, la plupart du temps, soit mesurer l'hormone, soit regarder l'organe, la glande qui synthétise cette hormone. Donc, on va regarder l'histologie, on va regarder si les cellules sont bien faites. Donc, bien sûr que c'est important, je ne dis pas que ce n'est pas un paramètre important, mais ce n'est pas l'ensemble des données dont nous avons besoin pour pouvoir évaluer correctement le risque médié par ces molécules-là. Et donc, il faut avoir conscience que même maintenant, en 2025, nous avons des tests qui sont imparfaits. C'est-à-dire que nous avons des produits chimiques qui sont sur le marché, qui n'ont pas forcément été testés pour leur particularité de perturber les hormones, et que des tests complémentaires peuvent être demandés, mais que, par exemple, le test que nous avons développé a été validé par l'OCDE en 2019, sachant qu'il avait été fait en 2007-2008. Mais que l'utilisation du test prend aussi du temps. C'est-à-dire qu'on est sur un système qui est assez long pour utiliser les tests et les choses qui ont été créées dans les laboratoires de façon plus efficace. Donc, on est face à un problème qui est que nous avons sur le marché des molécules chimiques qui ne sont pas forcément testées pour ces questions de perturbation hormonale.
Et donc, on se rend compte que nous avons toujours un train de retard, puisqu'on est toujours en train d'essayer de dire « Ah, attention, peut-être cette molécule qui est sur le marché n'est pas forcément aussi inerte et en tout cas n'a pas d'effet. On ne peut pas dire qu'elle n'a aucun effet parce que finalement, à la base, on n'avait pas testé l'ensemble de ces effets-là. Et donc, il est important de comprendre que nous avons besoin de développer de nouveaux tests, nous avons besoin d'utiliser ces nouveaux tests et de les rendre obligatoires pour pouvoir s'assurer d'une meilleure innocuité, si je peux dire, des molécules chimiques qui sont utilisées sur le marché. Une autre limite du système actuel, c'est le fait qu'on va utiliser et évaluer le risque des molécules une par une. C'est-à-dire que nous allons évaluer le risque de ces molécules de façon individuelle. On va regarder le phtalate, par exemple diéthylhexylphtalate, donc c'est DEHP. On va regarder le bisphénol A, mais finalement, on ne va jamais regarder l'impact de l'ensemble des molécules auxquelles nous sommes exposés. Et c'est une difficulté technique, hein, c'est-à-dire que vous avez des fois la difficulté de regarder l'impact d'un mélange. Il peut y avoir des interactions entre les produits chimiques, mais c'est surtout d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire que le produit qui pose problème, s'il est dans un mélange, si c'est le mélange qui pose problème, on interdit le mélange, mais pour ça, il faut aussi tester l'ensemble des produits. Et donc, si on commence à tester toutes les combinaisons possibles, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est ce qui retarde, en tout cas, hein, c'est pour ça que les mélanges ne sont pas forcément utilisés dans l'évaluation du risque, mais on essaye de développer des méthodes, des outils mathématiques pour essayer de mimer et en tout cas de modéliser les interactions entre les produits chimiques. Maintenant qu'on a bien en tête les enjeux, et notamment les enjeux pour les enfants, avec ce que tu as décrit, je voulais voir avec toi comment on pouvait traduire, en termes de bonnes pratiques concrètes pour les parents, à la fois les résultats que vous avez pu obtenir et puis d'une manière générale ta connaissance de la littérature sur le sujet. Oui, donc c'est important en fait de se dire, mais finalement, montrer des effets, c'est une chose, mais après, comment on peut appliquer ça? Parce que c'est très anxiogène finalement de se dire, finalement, on est exposé à plein de produits chimiques qui peuvent perturber les hormones, ou des plastiques d'ailleurs. Mais en fait, chaque petit geste est important. Il faut avoir conscience que, donc, comme vous l'avez entendu, nous ne pouvons pas nous prémunir de l'ensemble de l'exposition de ces produits chimiques. Nous pouvons quand même agir à notre niveau et notamment avec des gestes assez simples finalement, revenir à des choses non transformées. Donc, si on prend les aliments, donc on va ingérer entre 1,5 kg et 2 kg d'aliments par jour. En fait, ça fait partie des voies principales de notre exposition à ces produits chimiques. On a l'eau, hein, qui représente 1 litre et demi par jour aussi, mais finalement, la majorité des produits que nous allons ingérer est via l'air. Donc, très peu de molécules sont volatiles, heureusement, mais vous avez des possibilités d'avoir certaines molécules qui se fixent sur l'air, puisqu'on va incorporer 15 000 litres d'air par jour. C'est une exposition qui est continue si on est dans un environnement qui est pollué. Et donc, ça représente à peu près 15 kilos. Donc, en proportion, finalement, on a 60% des produits de notre environnement qui peuvent rentrer par l'air. Et puis, on a à peu près 35% qui va être avec l'alimentation, donc les aliments ou l'eau. Mais la problématique des produits chimiques, elle est dans l'air, vous avez compris, mais l'alimentation est aussi très importante. Donc, pour l'air, on peut aérer. La plupart du temps, en fait, on ne se rend pas compte, mais notre air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc, beaucoup de choses ont été mises en place pour limiter cette pollution. Vous avez vu, on a déjà tout ce qui est composé organique volatile, donc les COV sont marqués. On a, si vous utilisez une peinture, vous avez les logos A+++. Donc tout ça, faites-y attention parce que ça veut dire que vous avez moins de composés volatiles. Si vous devez faire la chambre de bébé, eh bien vous la faites un petit peu avant la naissance, histoire de pouvoir faire relarguer
la colle et les composés organiques volatiles des meubles neufs, mais aussi de la peinture. Donc, tout ça, vous essayez d'aérer. Il faut aérer tous les jours, une dizaine de minutes, même quand c'est l'hiver. Donc voilà, ça fait partie des recommandations assez simples. Et après, au niveau de l'alimentation, comme je vous disais, des choses basiques, on fait la cuisine. Donc on essaye au maximum de faire la cuisine, c'est-à-dire on prend des produits bruts qu'on transforme nous-mêmes. Donc on sait ce qu'on rajoute dedans. On n'a pas de procédé industriel finalement pour donner une forme ou une couleur à un aliment. On essaye au maximum d'utiliser des revêtements inertes. Alors, vous avez entendu parler des revêtements sans perfluoré, donc les poêles anti-adhésives, à partir du moment où elles sont marquées, il faut les changer parce que vous avez une migration qui va être augmentée. Ne jamais réchauffer votre pizza dans le carton. Ça, c'est une hérésie parce qu'en fait, vous avez énormément de composés qui, justement, sont des perfluorés, qui sont dans la boîte en carton et donc vont migrer avec la chaleur. Donc, vous sortez, s'il vous plaît, cette pizza donc de la boîte. De la boîte. Et on peut même dire, j'ai souvenir que c'est toi qui m'as appris que le papier sulfurisé, c'était pas l'option à privilégier non plus, quoi. Le papier sulfurisé a aussi certains perfluorés. Alors, ce ne sont pas forcément les plus nocifs qui ont été mis en avant, comme le PFOS ou le PFOA, mais il y a certains perfluorés qui sont dans le papier sulfurisé parce que, en fait, on a cet effet anti-tache, en fait, et puis isolant, hein, qui est utilisé. Donc, moi, je recommande d'utiliser des plaques, en fait, la plaque, le lèche-frite, qu'on doit bien sûr laver, mais voilà, d'utiliser plutôt ce lèche-frite-là pour pouvoir mettre les aliments directement dans le four. Si vous devez réchauffer, pareil, au micro-ondes, n'utilisez pas de plastique parce qu'il a été montré que dans les composés plastiques, donc en fait, la question n'est pas de savoir est-ce que ça migre ou ça migre pas, puisque c'est sûr que vous avez des molécules qui migrent à partir du plastique. On a juste de savoir combien. Et donc, en fonction du type de plastique, ce n'est pas la même chose. Donc, le polypropylène, par exemple, qui est souvent utilisé pour ce qui est micro-ondable, en relargue moins. Donc, c'est vrai que c'est un meilleur plastique pour la réchauffe, mais en vrai, il en relargue quand même. Et Oui, c'est ce que j'allais te demander. On voit souvent Oui. un conseil de choix de plastique à partir des numéros qu'on voit dans les triangles, dans Oui. un contexte complètement différent. Est-ce qu'au global, ça te paraît, à ce stade des connaissances, parce que ça fait un moment que ça traîne, ce genre de recommandations, est-ce que ça te paraît toujours une orientation intéressante ou dans tous les cas, il vaut mieux considérer que les matières plastiques, d'une manière générale, bon, il y en a des plus ou moins migrantes, je sais pas comment on dit, plus ou moins capables de migrer, de faire migrer des substances, mais est-ce que d'une manière générale, il vaut mieux éviter ces matières quand on peut? Alors, le plastique, pour moi, ça dépend. En fait, il faut vraiment faire la distinction, c'est-à-dire que vous avez des plastiques pour différents usages. Vous avez des logos, en fait, qui montrent que c'est apte pour le contact alimentaire. Donc, ce logo-là montre qu'il y a eu des tests, justement, qui ont été faits pour vérifier que la quantité de matière. Donc là, on parle vraiment d'une quantité, hein. On ne parle pas de savoir si ça perturbe les hormones, on parle d'une quantité de matière. Est-ce que c'est apte ou pas pour le contact alimentaire? Est-ce qu'il n'y a aucun produit interdit qui va migrer dans ce qui est autorisé pour la migration? Pour vous donner un exemple, en fait, on est sur 60 mg, donc un millième de gramme. C'est pas beaucoup, mais 60 mg par kilo de denrées alimentaires autorisées. C'est beaucoup, finalement, quand on considère qu'on peut avoir des effets à des très faibles doses. Donc, finalement, pour éviter tout questionnement, il vaut mieux se rabattre, j'ai envie de dire, sur des composés qui sont inertes, comme l'inox ou le verre, sur lesquels on a un peu plus de recul. Ça ne veut pas dire que les plastiques sont tous mauvais, c'est juste que jusqu'à preuve du contraire, je préfère me dire qu'on prend la position inverse en se disant tant qu'on ne nous a pas prouvé l'innocuité, eh bien, je préfère modifier mon comportement pour me prémunir de certains effets. Surtout que les preuves d'innocuité actuelles, elles ont les limites que tu soulignais tout à l'heure. Je voulais profiter que tu parlais de l'inox. J'ai souvenir de conférences que tu avais données au muséum il y a peu de temps où tu avais évoqué une forme de désinformation sur l'inox et je pense que ce serait utile pour les gens qui nous écoutent qui n'ont pas ça en tête.
Tout à fait. Bah, ça va me faire l'occasion de vous parler d'un projet que j'ai coordonné qui a été un projet financé par l'Agence nationale de recherche, donc l'ANR, sur les contenants alimentaires. Justement, la question que j'ai évoquée tout à l'heure du fait qu'on ne teste pas forcément avant la mise sur le marché la, la qualité de ce qui va migrer dans les aliments. C'est-à-dire qu'on va regarder la quantité, mais on ne va pas regarder si ça perturbe les hormones. Donc nous, comme je vous l'ai annoncé en début d'interview, eh bien, on a développé des tests. Et donc, on a proposé d'utiliser des tests avec ceux d'une entreprise également, pour pouvoir augmenter finalement les connaissances sur ce qui migre. Donc, on est parti un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que nous nous sommes basés sur des matières qui sont le polypropylène qui est utilisé. Donc là, c'était surtout sur les cantines hein, pour l'interdiction en 2025. L'idée, c'était de se dire, oulala, on a fait une erreur avec le bisphénol A parce que si vous vous souvenez, en 2015, la France a dit, enfin en 2014, la France a dit, on interdit le bisphénol A dans les contenants alimentaires. Et puis, on a mis à la place du bisphénol S et du bisphénol F. Parce qu'à l'époque, ces composés-là étaient moins décrits. Les impacts sur la santé étaient moins décrits. Et il s'avère que donc déjà, la France avait été très décriée sur cette position d'interdiction du bisphénol A, puisque c'était la seule en Europe à prendre cette décision globale. Tous les autres avaient interdit le bisphénol A, mais seulement pour les biberons. Nous avons eu une position très forte en disant on l'interdit dans tous les contenants alimentaires. L'EFSA, donc l'Agence de sécurité alimentaire européenne, à l'époque avait dit mais non, il n'y a aucun problème avec le bisphénol A, jusqu'en décembre 2024 où l'Europe a interdit le bisphénol A dans tous les contenants alimentaires, basé sur une étude qui montrait un fort impact du bisphénol A sur l'immunité et sur le système immunitaire. Alors, tout ça pour dire que voilà, la France avait vraiment eu une position précurseur forte, mais par contre, la substitution avait été malheureuse, regrettable, comme on dit, puisqu'on avait utilisé 2 produits, bisphénol S et F, pour remplacer le bisphénol A. Donc, quand vous voyez bisphénol A sans bisphénol A, finalement, c'est normal, c'est la loi depuis 2015. Donc, ne vous faites pas avoir par ce faux marketing. Sans bisphénol A, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, ça veut juste dire qu'ils satisfont la loi et qu'ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de migration de ce produit-là. Puisque de toute façon, il ne doit pas exister. Et donc, depuis 2025, là, ça sera la même chose en Europe. Donc, vous n'aurez plus de bisphénol A partout. Donc, c'est un faux argument marketing. L'inox, pour le coup, quand on avait donc testé les différentes barquettes, on avait le plastique, l'inox, le verre et de la cellulose plastifiée. On s'est dit, ce qui va arriver quand on va interdire le plastique en 2025, donc là je vous redis ça, c'était avant Covid, hein, c'était en 2019, on s'est dit oulala, mais est-ce qu'on ne va pas s'orienter vers quelque chose qui a moins de plastique, mais qui finalement a les mêmes avantages que le plastique, c'est-à-dire léger, jetable, on ne le lave pas, qui est cette cellulose qui est recouverte d'un léger film en plastique. Je vous dis ça parce que la boîte de cellulose, tout le monde la connaît. Hein. La cellulose, c'est la boîte d'œuf. Vous avez tous vu, quand on casse un œuf dans une boîte d'œuf, en fait, ce n'est pas étanche. Donc, quand vous avez un contenant alimentaire ou un gobelet en carton qui est complètement étanche, il y a un loup. Il y a quelque chose qui vous dit que finalement, il y a quelque chose qui rend ce carton étanche. Et d'ailleurs, depuis janvier 2023 ou 2024, je ne me rappelle plus, 23, je crois, vous avez un logo qui est obligatoire qui montre que ce gobelet en carton contient du plastique. Et donc, on s'était dit à l'époque, le remplacement du plastique, oui, mais par quoi? Et on a voulu tester donc ces barquettes en cellulose avec soit un liner en plastique, soit avec du plastique dans la masse, soit avec une cire ou une résine, différents types de cellulose de différents fournisseurs. On a voulu tester l'inox aussi, parce que une des propositions que nous avions faites à l'époque, c'était de dire bah, revenons à l'inox. Mais finalement, les gens dans les cantines nous ont dit ah mais oui, mais nous on n'a plus de cuisine, on ne fait plus la cuisine, on fait que de la réchauffe. Donc on n'a pas forcément la possibilité de faire même la plonge. Donc ça induisait en fait le retour à l'inox de laver les contenants. Et on nous disait, il y a une migration de certains éléments métalliques, comme du chrome, qui sont nocifs pour la santé. Et donc, en recherchant un peu, en effet, il peut y avoir la migration de certains éléments,
Mais déjà, c'est souvent en tout début d'utilisation. Et en plus, le type de chrome qui migre n'est pas celui qui est toxique. Donc, c'est pour ça que tu parles de désinformation, parce qu'en fait, on a essayé de nous dire, attention, l'inox n'est pas une bonne alternative, et il vaut mieux privilégier la cellulose. En fait, voilà, là, je peux vous le dire, en 2025, nous, les tests que nous avons faits montrent que l'inox, à partir du moment où il est lavé, n'induit pas de perturbation des hormones, le verre non plus, et que la plupart, je ne vais pas dire tous parce que c'est pas vrai, mais la plupart des composés qui sont en cellulose avec du plastique vont perturber certaines hormones. Donc, finalement, nous avions raison de mettre en garde à cette époque-là, et les communes qui ont pris finalement et ont fait le choix de revenir à une composante inox dans les cantines ont, selon moi, raison, car au moins on est sur une solution qui est durable déjà, avec une réchauffe qui est plus sûre, dans le sens où nous n'avons pas de molécules qui migrent, de molécules organiques. Il peut y avoir donc des éléments métalliques, mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous le lavez et que ce n'est pas la première utilisation, on n'a plus ce genre de souci-là. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce projet et ces choses-là ont été entendues parce que le ministère de l'Agriculture, en septembre 2024, a donc livré un document à usage des personnels de la restauration collective pour savoir qu'est-ce qu'on met à la place du plastique dans les cantines en janvier 2025. Vous savez qu'il y a une tolérance, hein, donc ça sera vraiment en février 2026 que normalement il ne devrait plus y avoir du tout de plastique dans les cantines françaises. Mais jusqu'à preuve du contraire, les composés en cellulose ne sont pas conformes à la loi. Pourquoi? Alors, ce n'est pas sur l'aspect santé que je vous ai décrit, mais c'est sur l'aspect environnemental, parce qu'en fait, la loi dit 0% plastique. Donc, même s'il y a un liner en plastique ou s'il y a des composants plastiques dans ce composé-là, eh bien, ce n'est pas conforme à la loi. L'inox et le verre, la céramique, la porcelaine font partie des alternatives qui ont été privilégiées par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des actions concrètes qui ont été faites au niveau de la France, des gouvernements, mais à notre échelle individuelle, on peut aussi agir. Vous pouvez manger bio, si vous pouvez, il y a moins d'intrants chimiques. Il a été montré que quand on passe à une agriculture bio, en fait, on a moins de certains composés qui sont utilisés en agriculture conventionnelle. Mais une alternative, si vous avez des fruits et légumes qui ne sont pas bio, c'est déjà de bien les laver, d'éplucher au maximum ce que vous pouvez. Quand mon épouse était enceinte il y a 17 ans, moi, je lavais les fruits et légumes avec de l'huile, parce qu'en fait, tous les composés qui étaient sur la surface et qui sont potentiellement nocifs sont souvent des composés qui s'enlèvent très facilement avec de l'huile. Et donc, je faisais huile, vinaigre et après, je lavais à l'eau. Donc, vous pouvez aussi peler, ça marche aussi, pour éviter les intrants chimiques. Mais voilà, on a des choses. Donc, faire à manger, déjà, c'est énorme. Si vous utilisez des aliments qui sont bruts, que vous faites vous-même, eh bien, déjà, vous allez réduire énormément le nombre de produits chimiques que vous allez ingérer. Parce que le packaging... Tout simplement, le packaging est aussi moins important. Excuse-moi. Oui, je t'en prie, je voulais, parce que je voyais que tu t'orientais vers un autre sujet, je voulais en profiter pour rappeler que Laurence Perastre, du Haut Conseil de la Santé publique, a publié il n'y a pas longtemps un papier où elle résume l'ensemble des bonnes pratiques qui permettent de réduire son exposition aux résidus de pesticides. Je mettrai en référence... Dans la description de la vidéo, je donnerai les références, je donnerai aussi les références du document du ministère que tu as cité. Je voulais aussi, à un moment, tu commençais à parler des différents types de plastique et je crois que j'ai ouvert des parenthèses et puis je voulais m'assurer que tu avais terminé tes messages là-dessus. J'ai notamment en tête une mise en garde, un écueil à éviter que tu soulignes parfois, c'est il y a des plastiques qui sont faits pour d'autres usages, je sais pas, de la glace, des paquets à bonbons, et alors là, c'est le pire du pire si on les réutilise.
Tout à fait. Donc, je vais faire un petit point sur les différents types de plastique. Vous avez sûrement vu qu'on a des triangles sur les types de plastique avec un numéro dedans. Alors, ces différents triangles sont utilisés pour leur recyclabilité, c'est-à-dire que finalement, on peut identifier le type de plastique en fonction de leur recyclabilité parce que chaque polymère plastique, donc un plastique, c'est quoi? C'est une chaîne. Hein, vous imaginez que le styrène, c'est un maillon et que le polystyrène, c'est un maillon, c'est la chaîne. On peut aussi avoir l'image d'un plat de spaghetti, et c'est Tania Pachev qui utilise cette analogie-là, où en fait vous avez la chaîne et l'ensemble du plastique, sont les plats de spaghetti. En fait, ce qui va donner le type et la couleur, la forme, la résistance, eh bien c'est la sauce. Donc vous pouvez avoir une sauce pesto, une sauce bolognaise, et donc vous n'allez pas du tout avoir le même plat de pâtes à la fin. Et donc, vous n'allez pas avoir le même plat de plastique. Pourtant, on regarde si c'est un spaghetti, donc un polystyrène, ou une tagliatelle, un polyéthylène. Vous voyez, les différents types de plastique, c'est vraiment le type de pâte, et la différente sauce, eh bien, vous avez tous les additifs. Vous pouvez très bien avoir la même sauce avec les différents types de plastique. Donc, les additifs qui sont utilisés sont les mêmes. Vous avez des phtalates, qui sont des assouplissants de plastique. Vous avez des perfluorés qui vont permettre l'isolant et d'isoler votre plastique. Vous avez les antioxydants qui vont permettre que votre plastique ne devienne pas jaune avec le temps. Et ça, c'est pas forcément réglementé. C'est-à-dire la quantité que vous pouvez mettre dans votre plastique n'est pas trop réglementée. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, donc l'ensemble de ces produits-là font le composé plastique. La recyclabilité est extrêmement compliquée pour certains plastiques. Finalement, on sait à l'heure actuelle bien recycler le polyéthylène terephthalate, qui est le numéro 1, celui des bouteilles en plastique, et puis le numéro 5, le polypropylène. Les autres, c'est compliqué. Vous avez peut-être vu aussi que vous avez le numéro 2 qui est le polyéthylène haute densité. Donc là, c'est le plastique que vous avez, par exemple, dans les jerrycans que vous utilisez pour le camping. C'est le plastique que vous avez, par exemple, pour le baril de lessive, enfin, en tout cas, le lessive liquide. Vous avez le numéro 3 qui est le polyvinyl chloride, donc le PVC, qui est utilisé pour tout ce qui est finalement évacuation d'eau chez nous, mais c'est aussi utilisé dans les sols. Et on sait que celui-ci n'est pas terrible. C'est-à-dire que les sols en PVC, par exemple, en Suède, on a montré, c'est une équipe qui a montré que les enfants qui étaient en bas âge et qui étaient sur du sol PVC avaient 2 fois plus de risque de développer de l'asthme que les enfants qui étaient sur du carrelage. Et donc, on se demande en fait s'il n'y a pas quand même plus de composés qui sont relargués par ce plastique-là. Le numéro 4, c'est le polyéthylène basse densité. Donc, c'est celui que vous allez retrouver dans le film alimentaire, dans les poches, par exemple, de transfusion. Donc, celui-ci, en fait, il y a pas mal de migrations, le polyéthylène basse densité, mais ça reste du polyéthylène qui est quand même plutôt sain. Le numéro 5, c'est le polypropylène. Le numéro 6, donc on en a déjà parlé, il est plutôt inerte lui-même, mais est-ce que les additifs le sont? Ça, c'est toujours la grande question. Le numéro 6, c'est le polystyrène. Polystyrène, pas génial. Donc, quand on pense polystyrène, on pense souvent polystyrène expansé, mais en fait, le polystyrène, c'est un plastique. C'est par exemple, vous avez sûrement dû voir, c'est quand la vaisselle jetable était encore autorisée, vous avez ces gobelets en plastique qui sont cassants, qui sont pas déformables, et en fait, quand vous appuyez, ça se casse, c'est du polystyrène. Les anciens pots de yaourt, c'est du polystyrène également. Et numéro 7, c'est autre. Et autre, c'est un fourre-tout. Donc, quand tu disais, en fait, est-ce que tous les plastiques se valent? En fait, le gros problème, c'est qu'on développe énormément de nouveaux plastiques. Vous avez vu les plastiques d'imprimante 3D, c'est du PLA, donc c'est à partir d'acide lactique. Et là, vous avez du PMMA, du PLGA, tout ça, on ne sait pas en quoi en faire et on ne sait pas le recycler. Donc tout ça, c'est catégorisé dans la numéro 7, c'est le fourre-tout autre et on ne sait pas. Donc c'est là que vous retrouviez les polycarbonates, donc bisphénol A, bisphénol F. Ces produits-là sont des maillons d'une chaîne qui s'appelle polycarbonate. Les PLA, donc le polylactique acide, là, eh bien, c'est un plastique qui est utilisé, qui a été fait à la base à partir d'amidon de maïs. Mais on est capable maintenant, à l'heure actuelle, de faire du PLA avec du pétrole.
Et il faut avoir aussi en tête que finalement, sur l'ensemble du plastique qui est produit et utilisé, eh bien, il y a 95% qui vient encore du pétrole. Donc, on n'a que 5% qui vient de ressources type maïs et un bidon de maïs. Mais ça ne veut pas dire, parce que ça vient d'un bidon de maïs, que c'est un bon plastique, que c'est un plastique qui va être biodégradable. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une biodégradabilité de certains types de plastiques dans certaines conditions. Les plastiques qui sont dégradables dans des composts n'existent quasiment pas. Vous avez d'ailleurs l'ANSES. Ça a rendu un avis en ce sens-là. Tout à fait. L'ANSES a dit que il ne fallait pas, ce n'était pas recommandé de mettre les composés plastiques, même biodégradables, dans son compost. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut souvent une température très élevée, plus de 70 degrés, pour pouvoir arriver à une biofragmentation. Fragmentation ou dégradation, pour le mieux, ce serait la dégradation, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est une fragmentation. Donc, voilà, donc ça, c'est le panel, on va dire, global de ce que sont les plastiques. Après, donc vous avez compris que vous avez différents additifs qui peuvent se rajouter dans ces plastiques-là. Ces additifs ne sont pas liés de façon très forte, en fait, avec ces plastiques. Donc, avec l'usage, et on sait que le temps de stockage, la température vont jouer sur le fait de relarguer, d'extraire, en fait, une partie de ces composés-là dans les aliments, ou en tout cas dans ce qu'on ingère. Donc, quand on utilise un plastique qui a été fait, par exemple, pour un aliment qui est ultra froid, qui est de la glace, vous avez le logo apte au contact alimentaire, mais pour de la glace. Et en fait, l'approbation a été faite pour ce type d'aliment. Si vous détournez l'usage de ce plastique pour en faire un réceptacle pour mettre, par exemple, je ne sais pas, de la ratatouille, et que vous allez ensuite le réchauffer au micro-ondes, vous êtes en train de maximiser vos risques de faire migrer des molécules qui n'ont rien à faire dans un aliment. Donc, je vous suggère et je vous conseille très fortement de ne pas faire ces usages-là. Si vous avez une boîte de bonbons, ça a été autorisé pour des bonbons. Si vous avez une boîte de glace, ça a été autorisé pour de la glace. Donc, si vous l'utilisez pour autre chose, vous pouvez mettre des outils dedans, mais vous ne l'utilisez pas pour mettre d'autres types d'aliments et surtout pas pour le réchauffer. Pour réchauffer, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des assiettes et de peut-être mettre une autre assiette par-dessus pour pouvoir éviter en fait qu'il y ait des éclaboussures. Quand vous mettez au frigo, c'est pareil. En fait, une assiette retournée fait très bien le job. Vous avez aussi de la toile cirée pour éviter les films alimentaires. Et si vous utilisez du film alimentaire, ne le mettez pas au contact forcément de l'aliment parce qu'en fait, c'est le contact qui va faire que vous allez avoir cette migration. Si vous avez du film alimentaire, ne le mettez pas au micro-ondes parce que vous avez déjà vu, ça gonfle et après ça se retombe et ça se met au contact de l'aliment. Donc voilà, ça ce sont des choses simples qu'on peut faire chez nous. Les silicones, en fait, ne sont pas des plastiques parce que ce ne sont pas des chaînes de carbone, ce sont des chaînes de silice, mais les additifs qui sont dans certains silicones sont les mêmes que ceux pour les plastiques. Donc faites attention aussi aux silicones. Il y a différents types de qualités de silicone. Vous pouvez essayer de minimiser en fait en faisant déjà en lavant correctement vos moules en silicone entre chaque utilisation. Quels autres Moi, je voulais te remercier pour la métaphore des spaghettis que je n'avais pas. Il y en a une autre que tu utilises et que j'ai trouvée très parlante, celle du sac à dos avec des pierres et qui permet de comprendre l'articulation entre les effets pérennes que peuvent avoir certaines expositions à des perturbateurs endocriniens et puis la logique après derrière de cumul, d'équilibre et d'éventuels dépassements d'un certain seuil qui ferait basculer vers des symptômes. Si tu veux bien, je trouve que ce serait très utile parce que je trouve cette métaphore très parlante. Oui, tout à fait. Donc, on est exposé, vous avez compris, à plein de molécules. On ne sait pas forcément se défaire de tout, mais ça fait partie de ce qu'on appelle l'exposome. L'exposome, c'est quelque chose qui a été décrit par Christopher Wilde en 2005, qui est l'ensemble des paramètres finalement de notre vie qui vont influencer notre santé, de notre naissance, de la conception jusqu'à la mort. Et donc, finalement, l'environnement chimique en fait partie de cet exposome. Donc, quand on naît, on a déjà une partie de ce qui a été vécu pendant la grossesse ou via nos parents. Et donc, il faut se dire que quand on est, donc je vais utiliser la métaphore que tu disais, c'est-à-dire on a un sac à dos
qui va se remplir de pierres au fur et à mesure de notre vie. Au moment où on ne pourra plus marcher, eh bien, c'est la maladie. On va déclencher une maladie. Cette maladie pourra pas forcément être fatale, hein, c'est une maladie, on va pouvoir la soigner, mais on peut peut-être avoir plusieurs maladies dans notre vie. Donc on est avec un sac à dos qui est plus ou moins rempli. On a déjà la capacité individuelle de pouvoir porter un sac plus ou moins lourd, d'aller plus ou moins loin avec finalement les mêmes symptômes. Donc on a, si notre maman, par exemple, a fumé, même le papa d'ailleurs, hein, il est prouvé maintenant que c'est pas que la maman, c'est aussi le papa. Donc ça peut avoir un impact sur la santé future de l'enfant. Si par exemple il y a eu une restriction calorique forte, par exemple, il y a eu un épisode pendant la Seconde Guerre mondiale où il y a eu une famine en Hollande, où les femmes ont eu une restriction calorique très forte, et notamment les femmes enceintes. Eh bien, les enfants de ces femmes, qui avaient à peu près 700 kilocalories par jour pour vivre, eh bien, ont appris, entre guillemets, à pouvoir récupérer l'ensemble des nutriments quand il y avait très peu à manger. C'est une sorte d'adaptation à la famine qu'ils ont vécue in utero. Et donc, ces enfants, s'ils ont un comportement alimentaire tout à fait normal, ont un risque de devenir obèses. Mais c'est un risque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les enfants qui ont vécu la même chose ne vont pas développer forcément une obésité. Et c'est là, en fait, où je veux en venir, c'est qu'on a un sac à dos qui va se remplir avec nos événements de vie. Vous allez fumer, vous allez peut-être boire de l'alcool, et ça va remplir votre petit sac à dos de pierres qui va devenir de plus en plus lourd. Mais vous avez aussi des choses que vous faites qui peuvent retirer des pierres. Et vous pouvez faire du sport, vous pouvez peut-être juste profiter, ne pas être forcément anxieux, surtout, et voilà. On a des choses qui nous permettent de bien vivre et de vivre heureux, et ça retire beaucoup de pierres. Et donc, il y a plusieurs choses dans ce message, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se stresser, on ne pourra jamais faire la totalité, et on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut, avec les connaissances que nous avons. On ne va pas se culpabiliser de ne pas forcément l'avoir fait plus tôt, mais à partir du moment où on fait déjà une action, puis une autre, et on essaie d'améliorer les choses, c'est déjà bien. Pendant ce temps-là, ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place au niveau gouvernemental pour qu'on puisse avoir des choses vraiment comme l'interdiction, par exemple, dans les cantines. Mais déjà, à l'échelle individuelle, si on fait un petit peu, c'est déjà beaucoup, parce que ça va améliorer la perception déjà que vous aurez de votre environnement. Vous allez être plus heureux. Vos enfants qui vous verront faire à manger, eh bien, reproduiront ça aussi. C'est-à-dire que c'est une des choses que je trouve peut-être la plus bénéfique. C'est-à-dire que le questionnement que vous avez, les questions que vous vous posez maintenant, les choses que vous essayez de faire pour la santé, eh bien, essayez d'en parler avec vos enfants. Vous essayez de leur dire, et on est finalement dans un système où on a beaucoup de choses qui sont faites, mais on ne connaît pas forcément les risques pour notre santé. Et donc, on essaye de se prémunir, on essaye de diminuer l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Et le fait de vous voir faire à manger, eh bien, c'est de l'éducation, et ça sera reproduit. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire qu'on va avoir des enfants qui auront aussi cette conscience écologique qu'on voit très forte, mais aussi peut-être sur la santé, de se dire, finalement, ce que je fais, moi, a un impact sur ma santé et sur la santé de ma famille. Donc, voilà, ce petit sac à dos, vous pouvez essayer de le maintenir avec le moins de pierres possible en faisant des petits gestes. Et si on n'a retiré qu'une pierre, eh bien, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Donc on a plein de gestes pour diminuer le nombre de pierres qui arrivent, et puis aussi souvent un aspect qui contribue à être moins anxiogène, c'est se rappeler que le corps a aussi des mécanismes d'élimination, de détoxification qui enlèvent certaines pierres et qui contribuent à un sac plus léger en parallèle de nous qui en mettons moins de notre côté, quoi. Exactement. Jean-Baptiste, est-ce qu'il y aurait un point important pour toi et qu'on n'aurait pas spontanément abordé dans les échanges jusqu'ici? Je pense que on a couvert quand même pas mal de choses que nous voulions aborder ensemble. Donc, vous avez vu que l'important, c'est de faire au mieux, de ne pas se culpabiliser. On fait déjà beaucoup de choses. Ce que vous pouvez faire vraiment avec les enfants, le plus simple, enfin, je trouve, c'est
laver les vêtements avant leur première utilisation parce qu'en fait, ils sont souvent couverts de beaucoup de produits pour pouvoir les conserver dans des entrepôts qui sont avec des variations de température pour éviter les moisissures, ce genre de choses. voyager Donc, aussi. voilà, lavez-les vraiment avant la première utilisation, surtout si c'est en contact direct. Évitez pour les enfants qui adorent les maillots de foot. Moi, j'ai mon fils, pareil, qui veut porter son maillot de foot tout le temps. Bah, si vous pouvez en avoir un en coton, c'est mieux. Mais si c'est en polyester, eh bien, c'est quand il fait du foot. Et éviter voilà, que ce soit tout le temps. Parce qu'en fait, ce sont des matériaux qui sont polyester. C'est encore un plastique caché. Mais voilà, donc on peut éviter d'être en contact parce qu'il y a aussi des particules, en fait, des additifs qui peuvent migrer via la peau. Voilà, les types de recommandations dans la cuisine, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Au niveau de l'eau, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on doit boire de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Donc, je vais vous dire, moi, je bois de l'eau du robinet. J'utilise une sorte de filtration par charbon, mais voilà, c'est plutôt pour l'aspect, le fait de porter et d'avoir ces bouteilles en plastique que vraiment pour un aspect sanitaire, parce que je n'ai pas vu d'études vraiment qui montrent. On a une pollution, bien sûr, des eaux minérales et des eaux de source, mais comme l'eau du robinet, donc en fait, ça s'équivaut à peu près. Donc, j'ai pas forcément de conseils à donner là-dessus. Pour tout ce qui est réchauffé, donc j'espère que vous avez compris qu'on ne réchauffe pas dans du plastique et on évite de mettre tout ce qui est gras, même si c'est pour un stockage à froid. On ne détourne pas l'usage de certains contenants pour en faire autre chose. Et puis voilà, on fait à manger. Déjà, ça a une vertu éducative, mais c'est aussi le meilleur moyen de ne pas avoir beaucoup d'aliments ultra transformés. Il y a Mathilde Touvier qui a montré que les additifs qui sont dans les aliments ultra transformés sont des facteurs de risque pour les adultes, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. Donc voilà, si on peut éviter, je pense au maximum. Bien sûr, je ne vous dis pas c'est 0 fois, vous avez le droit de temps en temps, mais au maximum en tout cas de faire manger. C'est déjà beaucoup. Manger des fruits et légumes, important aussi, bien sûr, de faire attention à ce métabolisme-là. L'encens que vous faites brûler chez vous va polluer votre air intérieur, donc aérez si vous faites ça, aérez beaucoup, ou éviter les parfums de synthèse, éviter les aérosols, quand vous avez une mauvaise odeur à la maison, plutôt que de vouloir la masquer avec quelque chose, eh bien on ouvre la fenêtre. C'est des choses simples qu'on doit rappeler, mais finalement des fois on a perdu cette logique-là. Voilà, donc aérer au maximum l'air. Pour l'eau, je vous ai dit, vous faites comme vous pouvez. Mais c'est pas un vecteur très fort, l'eau, au niveau de la contamination. Et l'alimentation, voilà, privilégier des aliments que vous savez peut-être en circuit court avec moins d'intrants chimiques, lavez-les correctement et faites, voilà, amusez-vous et puis profitez aussi. C'est important. Voilà, sinon, oui, Ok, ce que j'aurais voulu peut-être te rajouter, Guillaume, si tu le permets, c'est je t'en prie. peut-être voilà, sur cet aspect-là, c'est que vous pouvez vous dire que plus la liste des ingrédients est longue et plus c'est risqué. Voilà, donc une liste d'ingrédients courte est meilleure pour la santé. Ça, c'est une des choses que vous pouvez retenir. Et puis que, voilà, moi, je me dis aussi que on est souvent sur de la guérison, on est souvent sur voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est malade. Et vous l'avez compris avec ce qu'on a dit et ce que Guillaume a mis en avant, ce que je disais avec les petits cailloux dans le sac. En fait, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est une maxime qui est ancienne, mais qui est tout à fait valable parce que, en fait, en faisant des petits efforts tous les jours, eh bien, on va éviter d'arriver jusqu'à cette pathologie. Il y a un proverbe anglais qui dit One apple a day keeps the doctor away, ou alors peut-être que je l'ai mal dite, mais manger une pomme par jour vous éloignera du docteur, parce qu'en fait on a cette idée aussi que eh bien on a besoin aussi d'avoir des fruits et légumes, on a besoin d'avoir un mode de vie sain, et ça va éviter, c'est une prévention, et on est souvent trop, je trouve, sur la guérison et pas assez sur la prévention. On a confiance, en tout cas, moi j'ai confiance dans notre capacité à pouvoir modifier certains comportements,
je tiens à souligner que les modifications, les lois qui ont été votées, les plus fortes finalement les 20 dernières années, c'est bisphénol A et les perfluorés, l'interdiction des phtalates. Sur ces 3 choses-là, vous en avez 2 qui viennent des citoyens. C'est-à-dire que la mobilisation citoyenne est toujours très entendue, très forte, et est un relais excessivement puissant de ce que nous pouvons montrer en science. Les effets sur les perfluorés, vous avez peut-être vu le film Dark Waters, c'est connu depuis longtemps. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Il a fallu, tant mieux, hein, mais que Camille Etienne et que un avocat s'empare du sujet pour que en fait, ça fasse vraiment une traînée de poudre et qu'on ait cette loi qui a été votée le 20 février dernier. Donc voilà, ne sous-estimez pas votre rôle en fait. Ce n'est pas parce qu'on fait à notre échelle que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact sur votre santé, mais ça peut avoir un impact sur la société aussi. Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste pour les messages importants et puis les bonnes pratiques utiles et intéressantes. Les gens qui voudraient suivre ton travail, est-ce qu'on a un endroit où on peut les orienter préférentiellement? Oui, alors il y a le site de notre unité qui s'appelle FIMA, mais je suis en train d'élaborer un site avec le référencement de tout ce que je fais. J'ai un LinkedIn aussi, mais je suis pas très très actif dessus, malheureusement. Mais oui, je fais pas mal de choses, donc je vais essayer de communiquer au mieux sur ces différentes activités. Ok, je mettrai les sources que tu m'indiqueras dans la référence de la vidéo Très bien. pour ceux qui veulent aller plus loin. À nouveau, un grand merci pour l'échange utile. Je te dis que j'espère te croiser un de ces 4. Bah, Ça moi m'arrive de me aussi, balader au jardin des plantes avec mes filles. Je jetterai un coup d'œil au cas où tu avec sors prendre un plaisir. café. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous et je reste à votre disposition si vous voulez échanger par un biais ou un autre. Au revoir. Merci Jean-Baptiste. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.